Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 93. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. On va sans plus tarder aller dans le top 10, un top 10 particulièrement fourni en, comment on appelle ça, les IPs, c'est-à-dire les licences finalement. Beaucoup de licences. On commence par la 10e position avec Elestral TCG. On en a parlé la semaine dernière en nouveauté. Il rentre dans le top 10 avec beaucoup d'argent. Oui. 1 125 191 € pour seulement pour 3084 contributeurs. C'est vrai que le nombre de contributeurs n'est pas en adéquation avec la somme, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de boutiques qui prennent des cargaisons entières de boosters. Enfin, moi je l'explique comme ça. Mais apparemment c'est un gros sujet parce que apparemment ce serait aussi l'œuvre d'un backer qui aurait vraiment dépensé énormément d'argent en une nuit sur ce jeu-là. Et du coup c'est assez étrange ce côté. Voilà, du jour au lendemain, bim, le projet a explosé. Oui, tout à assez fait. fou. Surtout que, bon, on va pas se mentir, enfin, je suis même assez surpris, parce que je me suis un peu plus penché sur le sujet, je suis assez surpris que The Pokémon Company les ait pas attaqués, tant en fait les mécaniques de jeu ressemblent énormément au jeu de cartes Pokémon en fait. Bah, c'est-à-dire que c'est fou quoi. maintenant qu'ils ont atteint 1 million d'euros, ils vont peut-être être attaqués. Parce que ça. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'enjeu, hein. Bah, écoute, on verra, hein. On verra à quelle sauce ils vont être bouffés ou si Pokémon va leur foutre la paix. En même temps, Pokémon, ils s'en foutent un peu, hein. Mais bon. Ouais, mais ils sont quand même très exigeants vis-à-vis de leur licence, hein. Ils ont un peu tendance à striker tout ce qui s'en approche de près ou de loin. Ils sont un peu relous là-dessus. Bah écoute, on verra ce qui se passe. Voilà, Alestral, 10e position, il rentre dans le top 10. C'est vrai que c'est une surprise, hein. 9e position, Werewolf the Apocalypse, qui a un peu de mal à monter, parce qu'il descend même d'une place. Faut dire qu'il y a beaucoup de gros jeux qui sortent et il est un petit peu dans cette catégorie, on va dire, hein. Il est en concurrence frontale avec les titres AAA, je sais pas comment on dit, ou les blockbusters de cette semaine. Donc il en pâtit un peu parce qu'il n'a pas la même force de frappe de communication, de licence, on y revient. Donc il en est à 556 000 €, 3435 contributeurs. Il reste globalement moins d'une semaine. Bon, on va pas pleurer, hein. C'est pas mal quand même. Oui, ça reste une belle campagne, hein. Pour ce jeu d'épouvante, vous allez incarner un loup-garou, sous 3 formes d'ailleurs, hein. Vous pouvez incarner l'humain, le loup et le loup-garou, et c'est tout un jeu d'aventure narratif avec des énigmes, avec des combats, avec des tuiles de terrain que vous allez mettre petit à petit. On se posait la question la semaine dernière, parce que tu disais qu'ils n'avaient pas encore livré le jeu sur lequel s'appuie le système, la mécanique, et tu trouvais ça un peu bizarre. On peut jouer au jeu sur Tabletopia, donc c'est peut-être un bon moyen de tester la mécanique justement, voir si ça marche bien, si c'est fluide. Mais c'est vrai que compte tenu de leur précédente campagne, voilà, il faut quand même attendre que malgré le fait qu'on propose une version française, qu'en fait ce jeu vous ne le receviez pas tout de suite. Je pense que c'est typiquement le genre de gros projets qui prennent pas mal de retard en ce moment. Donc voilà, armez-vous de patience. 8e place, Maple Valley, donc la suite de Creatures Comfort, que vous pouvez trouver en boutique. 202 247 €, 3483 contributeurs. Il reste une dizaine de jours pour ce projet. Il est monté d'un cran cette semaine. Il fait son petit bonhomme de chemin, voilà, sa petite randonnée forestière, ce jeu. Ce qui prouve aussi que le Creatures Comfort avait été apprécié, qu'il a son public. Oui, même si effectivement, quand on regarde un petit peu le nombre de contributeurs, etc., ils ont quand même réuni pour le moment, bon il reste encore 13 jours, mais encore 5000 contributeurs de moins que Creatures Comfort. Après on sent que voilà, c'est quand même un jeu qui est convaincu. Moi c'est un jeu que je trouve très sympa, qui sort facilement et qui est très agréable à jouer. Mais je trouve que les propositions de ce jeu-là sont peut-être un poil trop similaires. Et du coup, ouais, ça aurait mérité un petit, peut-être un petit peu plus de renouveau par rapport au précédent. Et c'est vrai qu'en plus, je me rappelle que quand ils avaient présenté les premiers visuels, etc., avec le mec avec son petit baluchon, machin, etc., beaucoup de gens s'attendaient à un jeu un peu plus aventure. Pour explorer un peu cet univers en disant bah voilà, vous avez fait vos réserves pour l'hiver et puis bah au printemps vous partez à l'aventure, vous partez explorer un peu
ce monde qui est très bucolique. Bon, finalement, c'est pas le cas, peut-être par la suite. En tout cas, la proposition est bien, et c'est vrai que compte tenu des mastodontes qu'on verra plus haut, je trouve ça fou qu'un petit jeu comme ça arrive à se hisser dans le top 10. Septième place, Castles of Mad King Ludwig. Ce sont ses derniers jours, hein, il disparaît en début de semaine prochaine. Il a perdu une place, pareil, hein, il est en concurrence frontale avec d'autres trucs qui sont arrivés. Voilà, donc on en a parlé 2 fois de suite, c'est la 3e fois qu'on en parle, je crois. C'est plus de la précommande, une extension... je trouve moyennement convaincante. Une seconde édition qui arrive l'année prochaine. Donc on va dire que le château tourne à plein régime. C'est ça. Après, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre comment cette information sur la seconde édition passe aussi facilement, quoi. Parce que c'est vrai que voilà, l'ancienne campagne elle date d'il n'y a pas si longtemps. Ils avaient déjà vraiment joué sur le côté, regardez, on a remis le jeu au goût du jour, etc. etc. Là, après... à peine un an et demi après, ils disaient ah, regardez, on vous refait une seconde édition. Alors oui, c'est compatible, c'est machin, je sais pas, je trouve ça assez... Ouais. Ouais, je trouve ça un peu prématuré, quoi. 6e place, eh bien c'est Fit to Print qui a perdu une petite place, mais je trouve ça tellement miraculeux qu'il soit là, au milieu de tous ces gros projets. Donc on le rappelle, hein, c'est un jeu dans lequel vous allez composer votre une de journal. Il va falloir alterner les articles, les photos et les publicités. C'est un jeu, en temps réel, où vous allez piocher au milieu de la table tous ces bouts d'articles et de pubs et de photos avec des tailles différentes que vous allez mettre sur votre page de une, tout cela dans un ordre. Enfin voilà, il y a une mécanique évidemment pour compter les points. C'est pas un gros jeu, hein, il y a même un print to play pour ce jeu, et il en est à 141 000 €, 5 187 contributeurs. Donc là c'est typiquement le concept et du jeu qui a plu, parce que il n'y a pas une com de dingue, c'est pas une licence, c'est pas un énorme jeu avec beaucoup de matériel. Donc là on est sur une belle histoire de Kickstarter. 5e place, c'est une entrée. Alors on peut pas te dire que c'est un gros jeu puisque son titre est Tiny Epic Crimes, 210 000 €, 5 490 contributeurs. Il est là pour une petite quinzaine de jours. Alors, ce n'est pas un gros jeu, mais c'est une grosse gamme. C'est ça qu'on peut dire. Exactement. C'est petit par la taille, mais grand par la proposition. C'est ça. Donc, les Tiny Epic, hein, c'est très connu. Il y en a, je sais même pas combien il y en a, une bonne dizaine, non? Des Tiny Epic. On doit pas être loin. Ouais. Ah ouais, je pense. Donc, c'est une proposition de gros jeux dans une petite boîte. En fait, c'est ça le concept. Hein. Et il propose tout un tas d'univers classiques dans le jeu plateau. Vous avez eu les zombies, vous avez eu les pirates, vous avez eu du John Crawler, vous avez eu je ne sais plus quoi. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup. Et donc là, il s'intéresse, on va dire, au film noir. C'est un jeu d'enquête. Alors, je sais plus, donc, je sais pas d'ailleurs si c'est une ville très définie, mais enfin, ça ressemble un peu à Chicago, New York, dans les années 30. Et vous allez essayer d'enquêter sur des crimes, voilà, avec des énigmes. Vous avez des petites loupes, alors je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, vous savez, ces loupes où tu regardes sur des cartes un peu codées et où les messages apparaissent juste avec cette loupe. Ça doit avoir D'ailleurs, c'est assez drôle ce petit détail parce qu'il te présente ça comme oh, regardez, c'est la grosse nouvelle technologie, machin, etc. Bon, ça existe quand même depuis des années. Ouais. Alors, pas dans le genre de jeu, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dépoussiéré. Voire plusieurs décennies. Voire plusieurs décennies. Mais c'est vrai que bon, t'es là, tu fais bon, les gars, c'est peut-être un peu exagéré sur la communication. En tout cas, ils tiennent leurs promesses habituelles, hein, c'est-à-dire beaucoup de matériel, un jeu complet dans une boîte tout à fait raisonnable. D'ailleurs, le jeu ne coûte que 24 €, il me semble. Hein. Ouais. Jeu de base 24 €. Donc, t'as un jeu d'enquête pour 24 € au complet. Alors, ils disent qu'il y a beaucoup de rejouabilité. C'est toujours le problème avec les jeux d'enquête, c'est une fois que t'as fait les enquêtes... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, en tout cas, il marche bien, il a très bien démarré. Hein. Ce Tiny Epic, bon, la gamme, elle a fait ses preuves. Gamme, oui, clairement. C'est intéressant, puisque bien, c'est qu'effectivement, il s'appuie jamais sur un univers ou sur un style de gameplay. Donc là, c'est à nouveau une nouvelle proposition. C'est vrai qu'après... Alors moi, je suis pas super fan du design. Non, je trouve moi non plus. En fait, c'est vraiment dommage parce que, je veux dire, l'univers du film noir, etc., il est quand même extrêmement marqué. C'est un peu dommage qu'ils aient pas poussé l'hommage jusque-là. Après, il y a des propositions, ils expliquent, je pense qu'ils peuvent jouer sur la rejouabilité, à savoir que vous pouvez jouer au jeu en coopératif ou en compétitif. Donc voilà, est-ce que vous essayez de mettre en commun vos éléments pour résoudre l'enquête ou pas? Parce que vous êtes quand même timé, hein, vous avez un nombre de jours limité pour pouvoir ça, c'est assez classique dans les jeux d'enquête. Hein. Et effectivement, après la question, c'est effectivement cette rejouabilité, comment fonctionne-t-elle? Est-ce qu'on est sur un système, pardonnez la comparaison, mais à la Cluedo,
où en gros au début on met des cartes un peu cachées et puis on découvre, enfin c'est-à-dire que le coupable de l'enquête, l'arme du crime, le lieu, etc. peuvent évoluer à chaque partie, Mm. ou est-ce que c'est vraiment des trucs extrêmement scénarisés? Ça a pas l'air d'être non plus un jeu extrêmement narratif. Non. Mais voilà, les propositions sont plutôt sympas, c'est une gamme qui fonctionne plutôt bien, même si ne vous laissez pas méprendre par la taille de la boîte. Souvent il vous faut quand même une bonne table hein, pour installer tout le jeu. Et d'ailleurs on le voit hein, sur les vidéos de fin qui vous présentent un peu le gameplay. Voilà, c'est pas le genre de truc qu'on place dans un train. Eh oui, c'est le concept, un gros jeu dans une petite boîte. Quatrième place, c'est Oceans. Alors, il se termine à la fin de ce week-end. Oceans, il aura fait un carton. Il en est à 287 000 euros, 5 853 contributeurs. On rappelle que c'est une extension, hein, et une petite extension. Parce que finalement, c'est juste un paquet de cartes d'animaux fantastiques pour rajouter à vos animaux marins existants du jeu Océan, qui a maintenant, je dirais quoi, 2 ans, 2-3 ans, qui est un très bon jeu d'ailleurs. Donc voilà, c'était la bonne idée de rajouter des créatures fantastiques et de jouer avec les fonds marins et les folklores. Et en plus, c'est toujours des très belles illustrations. Comme d'habitude, je trouve ça très chouette. Avant de passer aux 3 premiers, on va vous raconter ce qu'on a vu de nouveau sur les sites de financement participatif. Je vais commencer vite fait, parce que je trouve pas ça formidable, sur Kickstarter avec Bazaars of Ubar, qui a commencé avec 139 contributeurs, mais qui est là pour 20 jours. Donc dans Bazaars of Ubar, c'est un jeu de marchand, vous allez échanger des biens, les transporter sur des barges volantes. Donc c'est un peu ça l'originalité, on va dire, de l'univers, c'est que vous vous baladez de ville en ville volante sur une barge volante. C'est un jeu de gestion. Combien vous allez prendre de produits dans une ville, comment vous allez les stocker sur votre barge, qu'est-ce qui est intéressant de prendre pour aller vendre dans une autre ville. Voilà, c'est un jeu de marchand, je peux pas dire mieux. Je trouve ça un peu ledge. Très personnellement, quelque chose qu'on a déjà vu, je trouve pas ça super joli. Bon, en tout cas, ça existe, vous le savez maintenant. C'est la pire conclusion sur un jeu. Oui, il existe. Je suis pas super hypé. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il est pas, il fait pas rêver. Je te laisse enchaîner. Oui, je vais enchaîner sur un jeu qu'on avait identifié tous les deux, qui était Pest. D'ailleurs, il me semble que l'un des viewers la semaine dernière nous avait demandé en commentaire si on allait en parler. Donc là, on en parle dans les nouveautés. Pour l'instant, il a 1344 contributeurs. On n'est pas à l'abri qu'ils rejoignent le top 10 dans les semaines à venir. Donc voilà, vous allez devoir gérer la reconstruction d'un pays qui a été détruit par la peste, et vous allez devoir faire des placements pour créer de nouvelles cités. Et tout ça basé sur une cité centrale, et chacun va y aller de son petit plateau personnel pour tenter de reconstruire à sa manière le renouveau de la civilisation. Donc tout ça dans un décor très noir, très presque gothique en fait. Bon, l'ambiance est plutôt sympa. Je trouve que la thématique est cool aussi. Après, est-ce que la thématique se matche bien avec le gameplay? Je suis pas forcément convaincu. C'est ça. T'as l'impression que le traitement de la peste est un peu secondaire. C'est ce que moi, c'est ce que j'ai l'impression en regardant le jeu, parce que ça s'appelle Peste. Sur la couverture, t'as évidemment, parce que c'est hyper graphique, ces espèces de masques que portaient les médecins à l'époque, ces espèces de becs de corbeau là pour se protéger. Mais quand tu lis le gameplay, tu vois que la peste, il faut la traiter, que vous avez des figurines de médecins qui vont se balader pour essayer d'endiguer la peste, mais c'est quand même d'abord et avant tout un jeu de construction, on va dire, hein, de développement. Oui, c'est un peu ça. Bon, après, je pense que c'est un jeu qu'on sera amené à revoir, donc on va pouvoir probablement peut-être entrer un peu plus dans les détails la prochaine fois. Mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est sur le papier au début, quand j'avais vu les premières images, je m'étais dit, tiens, ça m'intéresse, c'est un univers que finalement on n'a pas vu depuis un petit moment dans le jeu de plateau. Et là, finalement, maintenant que je vois la page terminée, bon, je reconnais l'intérêt, mais c'est pas un jeu qui me fait rêver non plus. Voilà. On reste sur Kickstarter, on sait beaucoup sur Kickstarter en ce moment, avec Clash of Decks Season 3. Donc ça, c'est le petit jeu de cartes français. Clash of Decks, on se rappelle que l'auteur avait fait un coup absolument magistral lors de la saison 1. Quand il avait lancé le jeu, il avait bien lancé un jeu gratuit.
Vous aviez le jeu de base gratuit, et après vous pouviez prendre des add-ons, et ça avait fait un carton. Et voilà, il en est à la saison 3. D'ailleurs, Clash of Deck est présent en boutique maintenant. Vous pouvez le voir sur les comptoirs de boutiques ludiques. Donc c'est un jeu d'affrontement, hein, comme il y en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a vu un peu le projet naître et évoluer, et c'est une très belle réussite. Enfin, c'était culotté en tout cas de le faire. Oui, oui, et effectivement, en plus, on voit que si on en est à la saison 3, c'est-à-dire qu'au-delà même de ce coup de maître, ça veut dire que une fois que le jeu a pris sur les 2 premières saisons, voilà, il s'est constitué un vrai public, des gens qui aimaient bien. C'est vrai qu'au début, c'était un peu une des craintes de l'auteur, puisque c'était un jeu qui était distribué gratuitement dans les magazines de jeux de plateau, et finalement, voilà, ça s'est bien démocratisé, ce qui montre en fait que derrière ce jeu en apparence simple, en fait, il y a des vraies mécaniques qui arrivent à alpaguer les gens. Donc voilà, moi je suis très content de voir qu'il a trouvé chaussure à son pied. Allez, maintenant on va passer à Cube Monster, toujours sur Kickstarter. Je vais te laisser présenter ce jeu à l'ambiance très bizarre. Oui, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'assez singulier, on va dire, dans la proposition enfin, que fait le jeu. En fait, on va devoir choisir des personnages pour tenter d'escalader une montagne. Et voilà, on va se retrouver face à différentes difficultés. Et tout ça sur un style avec plein de petits cubes. Un peu, c'est à la fois, enfin, il y a un côté un peu jeu de construction. On pouvait retrouver des choses un peu près similaires dans Dreamscape notamment. Vous allez avoir un petit plateau personnel sur lequel vous allez pouvoir entasser vos cubes, etc. Pouvoir faire monter enfin voilà, jouer sur 2 plans. D'un côté, on va dire un plateau général, puis d'un côté votre plateau joueur. Cube drafting. C'est ça, c'est un peu du cube drafting, c'est exactement ça. Et c'est assez sympa parce qu'il y a une version, on va dire, lambda, et il y a une édition vraiment, Une avec cette édition de fois-ci un taré. vrai socle avec, voilà, etc. Tu montes la montagne, etc. C'est même assez étrange comme proposition finalement C'est un peu pour ce démesuré, je jeu-là. trouve, par C'est un rapport au peu jeu. démesuré, ouais, Il, clairement. il te propose quand même une vraie montagne. Bon, c'est une montagne un peu cubique parce que c'est la Hmm. thématique, hein, de 20 cm de haut quand même et de 30 cm de large. Tu l'as dans un pledge à $200, avec une vraie main de monstre qui tient le plateau de cubes. Donc c'est... Ouais, ils se sont fait plaisir, les mecs, ils ont pété un peu. Ça se trouve, je vois bien le fantasme, tu sais, au début, quand ils ont commencé à créer leur jeu. Ah, ça serait génial s'il y avait une vraie montagne et puis une vraie main. Ils se sont dit, tiens, on va le faire. Mais pourquoi pas, je trouve que la proposition est assez originale. J'aime plutôt bien comment c'est gaulé. Je trouve ça plutôt joli. Je trouve, ouais, le concept marche bien. Alors après, on a déjà vu, hein, vous disposez des cubes d'une certaine façon, il faut des combinaisons pour avancer dans le jeu. Il faut faire un sacrifice, donner des cubes sur cette fameuse main pour recevoir des cartes, il me semble. Donc la mécanique n'a pas l'air révolutionnaire, mais en tout cas, je trouve que ça a l'air de bien marcher. Et des petites figurines aussi, bon, qui sont mignonnes. Il faut savoir aussi que vous avez un pledge à $925 où tu recevras 3 cubes en argent. Mm. Voilà, tu auras 3 cubes en argent faits par un artisan. C'est ce qui s'appelle un pledge de luxe, là, pour le coup. Oui, c'est ça, mais ouais, c'est vraiment démesuré, quoi. C'est ça, c'est les vraiment mecs, ils ont bizarre. pété un câble. On enchaîne avec le dernier jeu sur Kickstarter, la dernière nouveauté sur Kickstarter pour nous, c'est Axon Protocol. Donc encore un jeu cyberpunk avec du néon rose et bleu dans une méga cité, donc rien de nouveau. Par contre, je trouve que le concept du jeu est plutôt rigolo, c'est que vous allez prendre possession d'habitants de cette ville qui s'appelle encore un nom de ville de cyberpunk cliché, je ne sais plus, c'est New Eden ou New machin, j'ai perdu l'info, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que le concept du jeu est rigolo, c'est que en fait la ville est sur le point de s'écrouler, donc ça je trouve que c'est une thématique alors là, pour le purement cyberpunk et qu'on voit pas tant que ça, et vous allez prendre possession, vous allez hacker le cerveau des gens en fait pour vous en mettre plein les poches avant l'effondrement en fait, quoi. Donc je trouve que la thématique et la moralité de la chose, là pour le coup je trouve ça très cyberpunk. Au-delà des clichés, on va dire, esthétiques et cosmétiques qu'on voit dans tous les jeux cyberpunk et qui nous irritent un peu de temps en temps. Mais là je trouve que le fond est très cyberpunk, très néo-noir pour reprendre encore un terme de polar. Ouais.
après Tiny Epic Crimes. Donc voilà, donc après le jeu est pas super joli. Puis bon, enfin, L'idée est intéressante. l'idée est intéressante, mais c'est vrai que, enfin, ouais, en fait, ce que je reproche aujourd'hui avec le Cyberpunk, on en a déjà parlé, c'est vraiment ce manque de subtilité, quoi. Genre là, ils mettent en avant, le jeu a été financé, du coup, vous avez débloqué les 2 cartes qui s'appellent Electric Sheep. Clin d'œil, tu vois, ça fait vraiment ça, tu vois. Ah, et du coup, tu te dis, bon, Surtout bon, que c'est pas. on pourrait largement discuter, on le fera pas ici parce que c'est pas le thème de l'émission, mais est-ce que Blade Runner est un film cyberpunk? Je sais pas. Ça se débat. Les ça se humains débat. ne sont pas augmentés dans Blade Runner. Mm. Enfin bref. Bon, il démarre doucement, 227 contributeurs, et il a pendant un mois. On va partir sur GameFound. Et ben, je te laisse enchaîner avec le retour de Mystea. Oui, par le biais de 2 extensions pour Istea et Ikaion, je pense. Ikaion, peut-être. Vous me Ouais, reprendrez sur la Ikaion. prononciation. Et voilà, et c'est en fait ces 2 extensions, donc c'est vraiment des toutes petites extensions, mais qui sont là pour rajouter en fait du solo au jeu pour le moment, qui se jouait exclusivement à plusieurs joueurs. Maintenant, vous avez la possibilité d'y jouer tout seul avec un système d'automa qui a été créé spécialement pour l'occasion, ce qui est plutôt une bonne idée. C'est vrai que souvent on a du solo qui est proposé dans des jeux qui sont pas forcément pensés pour, et finalement on se retrouve avec un solo qui est un petit peu bancal, qui est vraiment, enfin c'est faute de grive, voilà. Et là je trouve que dans la manière où ils le vendent, tu sens que c'est vraiment une profonde réflexion autour de ce sujet, et je trouve que c'est peut-être la bonne option. Voilà, le jeu n'était pas forcément pensé pour du solo, du coup bah qui dit instaurer un solo dit quand même un minimum de réflexion en termes de gameplay, en termes de mécanique. Je trouve que c'est une proposition qui moi, me séduit plutôt. Après, bon voilà, on n'est pas non plus sur un grand succès, on en est à 775 backers, je dirais 7 jours, alors que bon, on est quand même sur des jeux qui ont eu quand même leur petit succès. Donc, Mais ça date un peu, à Mystère, voir. quand même, maintenant. Ça date un petit peu, ouais. Ouais, dites-nous si vous êtes un joueur de Mystea et si ça vous intéresse. Et je vais finir sur GameFound rapidement parce que c'est pas super jojo, hein, pour être honnête. C'est The Whiskey Game. Donc c'est 2 mecs qui sont complètement fans de whisky et qui se sont dit on va faire un jeu sur le whisky. Voilà, le principe c'est vous parcourez la Grande-Bretagne, vous faites votre collection de bouteilles de whisky. Bon, il faut être fan de whisky. Hein. Ouais, puis attention, parce que là, tu vas te faire des ennemis. Alors, c'est surtout l'Écosse et l'Irlande, hein. C'est pas la Grande-Bretagne complète. Oui, bah Sinon, tu vas avoir oui, des c'est vrai, puristes c'est vrai. Voilà, c'est vrai. qui vont nous dire, mais non, mais le whisky, c'est pas l'Angleterre, c'est pas le Désolé. Pays de Ah, j'ai pas Galles. dit l'Angleterre, Pardon. j'ai dit la Non, Grande-Bretagne. t'as dit la Grande-Bretagne. J'ai quand même fait attention, j'ai pris des Oui, c'est pincettes. vrai. C'est vrai. Mais oui, bah écoute, si t'es fan de whisky, pourquoi pas? Ça peut être un beau cadeau d'anniversaire. Tu vois, si tu connais quelqu'un qui est Ouais, fan de whisky. bon, après, moi qui apprécie un petit peu le whisky, bon, voilà, c'est vrai que c'est pas un jeu qui fait rêver. Les cartes avec les photos et tout. C'est pas Jojo. Ouais, c'est pas Jojo. Non. Bon. Bon, il n'y en a pas eu de trucs de ouf hein, dans les nouveautés là, cette semaine. Non, sauf peut-être une petite news dont tu voulais nous parler, Erwan. Ouais, bah, en fait, on a reçu la toute première actu de The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era, donc l'adaptation de Elder Scrolls par Cheap Theory Game. Ça tombe bien puisqu'ils viennent de livrer Too Many Bones en France en tout cas. Et donc là, voilà, mais là on se retrouve quand même sur une licence, donc The Elder Scrolls, si vous connaissez pas, c'est quand même une licence de jeux vidéo, dont Skyrim est peut-être le volet le plus connu, qui en fait c'est le 5e. Et donc là, en fait, pour les fans, parce qu'il y a quand même un lore extrêmement développé, parce qu'à la base, tout se passe dans le monde de Tamriel. À la base, c'était censé être un jeu de rôle, un peu, enfin, une espèce de fan extension de Donjons et Dragons, qu'ils ont finalement décidé de sortir plutôt sous format de jeu vidéo. Et ce qui est assez cool, c'est que c'est un jeu qui a énormément de lore, parce que vous pouvez lire beaucoup de bouquins, discuter avec énormément de personnages, trouver des lieux, etc., etc. Et là, rien que la première information, le fait de dire Betrayal of the Second Era, et ben ça veut tout simplement dire que le jeu se passera avant les jeux vidéo, puisque le tout premier, Arena,
se passe au tout début du troisième âge. Et donc là, on commence sur on est en plein dans le deuxième, et donc qui est réputé pour être l'âge des guerres où toutes les civilisations se sont affrontées. donc, C'est plutôt engageant. Il y a pas mal d'infos, hein. Bon, on va pas aller dans le détail, mais il montre combien il va y avoir de campagnes. Enfin, il y a une grande campagne, il va y avoir une mini-campagne par province, apparemment, c'est ce que j'ai compris. Alors, vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, être bêta-testeur. Posez votre candidature pour être bêta-testeur. Ça se passera sur Tabletop Simulator. Alors, moi, je l'ai fait. Hein. Je pense que j'ai aucune chance d'être pris. En plus, ça va être des horaires américains, donc je vais me retrouver, si jamais je suis pris, je me retrouverai à 3h du mat devant mon PC. Pour des sessions de 4 heures, j'en sais rien. Bon, de toute façon, même si j'étais pris, je ne peux pas vous en parler puisqu'on signe un contrat de confidentialité après. Donc voilà. Donc ça va être un gros truc. Ce qu'ils disent, c'est que la campagne ne va pas commencer avant le printemps prochain. Donc on a un petit peu de temps. Ok, et ben voilà. Et si, on a eu des... On a eu aussi des news, ça c'est aussi une news hein, de Mythic Game, puisque son dirigeant Léonidas Vesperini est enfin sorti de son mutisme pour se fendre d'un grand post sur Facebook. Je crois que c'est sur la page de Hell, il me semble, pour dire que Mythic Game est dans une situation difficile, que pour l'instant ils ne tournent qu'avec les jeux qu'ils vendent de leur stock. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de pubs sur Darkest Dungeon avec des promos, des choses comme ça. C'est que la société ne fonctionne qu'avec cet argent, puisqu'ils ont bouffé tout l'argent de leur campagne, qui avait quand même rapporté beaucoup de sous. Hein. Et voilà, et donc ça démontre le modèle qui est pas viable finalement, hein, de se servir de l'argent d'un Kickstarter pour financer le jeu d'avant. Et ça entraîne dans une espèce de boucle infernale. Comme Anastir n'a pas très bien marché, enfin n'a pas très bien marché, il rapporte 1 million, hein, mais c'était pas suffisant, parce que il faut non seulement financer le jeu d'avant, mais le jeu, donc c'est la campagne, et en plus il faut faire tourner la boîte. Donc voilà, donc là ils sont dans une situation difficile, Mythic Game, donc... je sais qu'il pour l'instant il n'accepte pas les remboursements de Hell. Alors moi j'ai pas essayé, mais il y a un YouTuber qui régulièrement te dit voilà, j'ai encore envoyé un message à Mythic Game pour me faire rembourser mon pledge de Hell, et il n'a pas de réponse. Donc tout cela n'est pas très gai, parce qu'il y a des gens derrière, hein, il y a des emplois. Et puis c'est une belle société, Mythic Game, voilà, qui a ses défauts, hein, on l'a souvent dit, on n'a jamais été non plus, on n'a pas jamais fait partie de la secte Mythic Game, comment dire, il y a une espèce d'aspect un peu gourou chez Mythic Game aussi, il y a vraiment des joueurs qui les suivent jusqu'à la mort. C'est souvent le cas avec ces compagnies qui proposent des jeux qui coûtent un demi-smic, et du coup, forcément, c'est vrai. Non, mais psychologiquement, je peux entendre que quand on vient de mettre 500 € dans un jeu, on a un peu envie d'y croire jusqu'au bout. Oui, mais et c'est de pas les seuls à défendre faire ça. corps et âme. C'est pas les seuls. Non, mais il y a une espèce de passion autour de Mythic Game. Moi, personnellement, je n'ai que Solomon Kane que j'adore, même si c'est un jeu assez brouillon et qui peut être perturbant et assez, on va dire, difficile. Mais je trouve que c'est un super jeu. Enfin, c'est un jeu j'ai une énorme tendresse pour ce jeu. Mais bon, bref, on espère que Mythic Game va s'en sortir, parce qu'ils ont quand même, mine de rien, je crois, 3 ou 4 jeux minimum à sortir encore. Hein. Oui, et surtout, ils ont des employés, c'est quand même une compagnie de personnes passionnées, et voilà, on espère vraiment que les équipes arriveront à s'en sortir, parce que bon, c'est une société qui se casse la gueule, c'est toujours des gens qui se retrouvent sur le carreau, donc voilà, on pense à ça, même si effectivement, comme tu le disais, ce modèle économique, ça fait quand même très longtemps qu'il est contesté, ça fait quand même très longtemps qu'il nous affirme que on n'a rien compris et que on voit pas du tout les choses sous le bon angle. Voilà, force est de constater que ce qui devait arriver arrive, et on regrette presque d'avoir eu raison de se méfier. Ouais. Et on leur souhaite vraiment beaucoup de courage pour se sortir de cette fâcheuse situation. Allez, on va revenir aux 3 premiers de Kick Parade avec... Alors attendez, avant de passer aux 3 premiers, peut-être sortez vos manettes, allumez vos consoles. C'est ça. Ouais, là on est dans le monde vidéoludique, parce que là c'est que de la licence de jeux vidéo dans les 3 premiers. Je sais pas pourquoi, il y a une vague d'adaptation de jeux vidéo en jeu de plateau, alors que c'est une vraie vague ou est-ce que c'est juste un hasard, j'en sais rien. L'avenir nous le dira. 3e position, eh bien c'est The Last of Us.
l'adaptation du jeu vidéo, qui n'a pas bougé depuis la semaine dernière, qui a un très beau succès parce que, au-delà de la licence, c'est quand même une boîte qui a fait Escape the Dark Castle et Escape the Dark Sector, donc ils sont pas non plus des bulldozers du jeu de plateau, donc ils en sont à 738 000 euros, 6 951 contributeurs, il reste une petite semaine, et c'est surtout que, bon, on en a déjà parlé, qu'ils n'ont pas fait une adaptation bébête du jeu vidéo, ils ont vraiment mis cette licence à leur sauce et on va dire, ils l'ont replacé dans leur univers et des deux autres jeux qu'ils avaient fait avant. Donc je trouve que c'était assez courageux, c'était un risque d'ailleurs, et ça a payé, bien, voilà, parce que le jeu marche très bien. Oui, alors après, bon, comme on le disait depuis le début, hein, c'est pas non plus une campagne extrêmement excitante à suivre non plus, ce qui est un peu dommage, parce que le jeu a l'air vraiment cool. Mais bon, pour moi, c'est plus le genre de jeu que j'ai envie de découvrir en boutique, plus que là de suivre une campagne qui finalement stagne un peu pour une durée qui était beaucoup trop longue pour la proposition. Ouais. C'est sûr. Mais voilà, ils ont annoncé une nouvelle figurine, notamment pour les infecter. Ils continuent à les dévoiler, etc. Mais bon, je trouve que c'est un peu léger pour tenir sur 20 jours de campagne. C'est vrai, c'est vrai. Deuxième position, et c'est l'entrée de la semaine, évidemment. C'est le gros truc de la semaine, c'est Elden Ring, The Board Game. Il en est déjà à 2 161 000 euros, 7 597 contributeurs. Il reste une petite semaine, hein, c'est une campagne très courte. Ils veulent frapper vite et très fort, et ils ont frappé très fort. Plus de 2 millions d'euros en... on est quoi ? On est vendredi, je crois que c'est sorti mardi, ou même mercredi peut-être. Donc voilà, donc c'était très 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 attendu. Donc c'est tiré du jeu vidéo Elden Ring. Je te laisserai la parole tout de suite après pour nous en parler, parce que tu es un joueur d'Elden Ring. Donc là on est sur du jeu mastodonte, kilo plastique, tout ce que vous voulez, qui est très cher, puisque le pledge maximum est à 424 euros. 424 euros, hein, faut quand même se rendre compte. Nous sommes sur du jeu narratif, où on va pouvoir à la fois être sur une map d'exploration et à la fois sur des cahiers pour conclure des batailles. Moi j'ai jamais joué Elden Ring, c'est bien ou quoi ? Oui, ça a l'air bien. C'est un jeu très difficile apparemment, ce que j'ai vu. Non, c'est pas... en fait, beaucoup de gens disent difficile, je dirais plus exigeant que difficile. Je trouve que la nuance est importante, parce que je le trouve beaucoup plus accessible que les précédents jeux du studio. Donc c'est le studio From Software qui est connu pour les Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, etc. Donc là c'est l'adaptation de leur dernier gros coup d'éclat qui est sorti en début d'année, qui est pour moi une des plus grosses claques vidéoludiques que j'ai pu avoir, hein. C'est un truc qui est fascinant sur plein d'aspects. Ah ouais, c'est incroyable. C'est vraiment vraiment incroyable, pour peu que on se laisse entraîner, que on travaille aussi de manière un peu collaborative, puisque c'est des jeux qui sont très cryptiques, etc. Et donc celui-ci a décidé de mettre vraiment en avant l'exploration. C'était un peu la grosse nouveauté. On était sur un monde ouvert avec plein de zones à explorer, des donjons à trouver, tout était un peu caché, etc. Voilà. Et du coup ils en ont fait un jeu d'escarmouche, correspond pas du tout à l'ambiance du jeu. C'est du kilo plastique basé sur un système de combat avec un poil de narration, ça n'a aucun intérêt. Il passe vraiment complètement à côté de ce que la licence cherche à raconter. Ah oui, là t'es d'accord. Ah oui, mais moi je vraiment je pensais pas que je vais pas me comme ça. Je vais pas me mettre 7598 contributeurs à dos, mais vraiment je ne comprends pas ces gens. Je veux dire, si vous avez aimé le jeu, je ne comprends pas que vous puissiez vous satisfaire de ça, surtout pour un prix, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour 424 euros, vous pouvez acheter la PlayStation 5 version digitale, et aujourd'hui Elden Ring on peut le trouver pas très cher, et donc du coup voilà, non mais là je veux dire on n'en est même pas à, vous pouvez acheter le jeu, c'est vous pouvez acheter la console et le jeu. Et sachant que ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ce jeu là, c'est que pour tout ça, toutes ces boîtes machin, ces figurines, ces machins, vous avez que la première zone du jeu. C'est-à-dire que le jeu, je sais plus, alors je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble qu'il y en a 8 des zones. Donc bon, ils se disent, bon, peut-être qu'on va sortir après Elden Ring, la suite, etc. Mais bon, vous multipliez les 400 euros par 8, bah voilà, sachant qu'il y aura probablement des extensions, donc on va dire 400 euros par 10, ça fait 4000 euros pour un jeu qui, dans tous les cas, n'arrivera jamais à la profondeur de gameplay du jeu vidéo, parce que on n'est pas sur le même support, et puis qui passe vraiment à côté de ce que raconte le jeu. Et moi, je trouve ça... Même l'église à côté de chez moi sonne le glas. Ah ouais, non, voilà, c'est ça. Mais vraiment, moi, je ne comprends pas
Alors c'est Steam Forge le- Game qui fait ça, qui Oui, ont bah, adapté comme d'autres toutes jeux les, vidéo, dont Resident comme toutes Evil, les, voilà, comme Dark toutes Souls les aussi, il me semble. adaptations, les adaptations nulles de jeux vidéo, hein. Enfin maintenant, moi Bah, ouais, Steam ils Forge sont pas Game, super réputés, finalement. bah, en fait, c'est un peu les Paul W.S. Anderson du jeu de plateau, quoi. C'est-à-dire que ils ont vu la lumière, ils se sont dit, ah, il C'est y a ça. personne qui se met un peu sur ce sujet-là, et donc du coup, on essaye de faire du jeu vidéo C'est adapté, on mais parle c'est très cliché en fait. du Ouais, réalisateur et producteur de la bah, de saga Resident Evil au cinéma. Ouais, entre autres. Mm. Mais c'est vrai, alors que ce qui est dommage avec cet éditeur, c'est qu'à côté de ça, quand il est sur des projets plus personnels, bah il y a des choses qui sont intéressantes. Je me rappelle de Bartsung, je me rappelle de Eussia. Tout ça, c'était des jeux qui avaient Ah oui, des ils vraies ont fait aussi, Ça a très des bien vraies marché. Et c'était il y a propositions pas si longtemps qu'il avait ressorti. ouais. Là. Ah ouais, c'était fou, mais maintenant c'est un éditeur qui a énormément de succès. Mais c'est vrai que C'est- voilà, on ressort de là et je me dis, mais enfin, pourquoi Elden Ring? Je ne comprends pas. Alors, il y a quand même un truc de dingue, moi, qui s'est passé pendant cette campagne là de Elden Ring. C'est-à-dire que, bon, maintenant on le sait, la communication avec certains gros youtubeurs, en général anglo-saxons, ils envoient les protos, ils sont payés pour dire que c'est formidable, genre Rado, etc. Alors là, on a passé un cap avec Elden Ring, c'est qu'ils ont carrément invité en Angleterre des youtubeurs pour jouer le jeu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envoyé les protos, ils ont carrément envoyé des billets d'avion pour que les mecs viennent dans le studio de Steam Forge Game. D'ailleurs, vous avez les vidéos, vous avez des youtubeurs connus américains qui ont fait le déplacement, qui ont été tout frais payés pour après dire que le jeu est formidable. Bon, faut le savoir, quoi. C'est du publi rédactionnel, comme on appelle ça dans le métier. Voilà, tu es payé pour dire que c'est formidable, donc c'est pas du journalisme, c'est de la pub. Mais je trouve que c'est assez hallucinant. Là, on a passé quand même un cap, un peu comme dans le Cinoche, quand on voit les journalistes à l'autre bout du monde pour interviewer les stars parce que ils regroupent tout le monde dans un seul endroit. Bah là, c'est ce qui s'est passé sur ce jeu. Donc, ils ont un beau budget de communication, ces gens-là. Alors, ça se trouve, ça coûtait moins cher de faire venir les gens en avion que d'envoyer le proto. C'est possible aussi, vu la tronche du jeu. Clair. Mais alors qu'en fait, ils avaient juste à leur envoyer une PlayStation avec le jeu, quoi. C'est ça, mais Finalement. t'es langue de vipère, Swan. T'es le langue de Non, mais après, il y a un moment où il y a faire un projet qui me plaît pas et se foutre de la gueule du monde. Et là, je trouve que, enfin, Alors, pour ce ceci dit, prix-là, enfin, je vais aller dans ton sens un peu. Alors, moi, je ne connais pas le jeu vidéo, mais j'ai regardé le gameplay du jeu de plateau, là. Il n'y a rien qui m'a étonné. Franchement, oui, tu te balades sur des petites tuiles, tu as des petits tokens sur les tuiles. Donc tu peux faire certaines actions sur certaines tuiles. Tu as un petit cahier à côté pour résoudre les combats. Alors ils sont très fiers de dire que pendant que tu résous un combat, tes copains peuvent continuer l'exploration. Donc tu as une espèce de truc en parallèle pour pas perdre de temps en fait. Mais j'ai rien vu d'incroyable. Alors il n'y a pas de dés pour résoudre les combats. C'est des combos de cartes. Bon, ça c'est déjà vu aussi. Après, on ne demande pas à chaque jeu d'être révolutionnaire, de réinventer la mécanique de tout, quoi. Mais bon, c'est vrai que moi qui suis extérieur à Elden Ring, je suis pas plus hypé que ça. Dans ce style-là, il y a des trucs qui m'ont donné plus envie en fait. oui, et c'est surtout, en plus, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on ne demande pas à des jeux de révolutionner, mais dans ce cas-là, on n'adapte pas un jeu révolutionnaire. Enfin, c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Et puis surtout, c'est un jeu qui a, pareil, en fait, qui est très cryptique dans sa narration, avec beaucoup de lore qui est expliqué par les descriptions d'objets, par les petits manuscrits qu'on va trouver à droite à gauche, par des discussions qui semblent avoir ni queue ni tête, etc. Et là, ils nous font des vieilles cartes sans texte, avec des dessins qui ressemblent à pas grand-chose. Enfin, vraiment, on passe vraiment à côté de l'esprit du jeu, et je vous demande, viewer, imaginez, vous mettez juste un design qui est différent, vraiment juste le design, et est-ce que vous avez l'impression de jouer à Elden Ring? Bah moi, la réponse, elle est claire, elle est non, en fait. C'est vraiment le seul point qui me rappelle Elden Ring, c'est les figurines, en fait. Mais c'est tout, en fait. Rien dans l'ambiance, dans le... Puis alors moi, il y a un truc que je trouve un peu décevant, c'est que quand tu prends un personnage au début, tu choisis un personnage, et il est déjà préconstruit. Tu as déjà l'équipement qui va avec, etc. Tu construis pas vraiment ton personnage. Je trouve ça un peu décevant. Alors je sais pas si c'est pareil dans le jeu vidéo. Mais je trouve que ça enlève de la liberté. Enfin, ça enlève du truc, quoi. D'ailleurs, il y a un YouTuber américain, King of Average, qui n'a pas la langue dans sa poche, enfin qui est plus, je trouve, mielleux qu'avant. Je préférais avant. C'était mieux avant. Mais bon, quand même, il est carrément parti faire une pétition
parce que pour que les socles soient texturés. Et je ne lui donne pas tort. Je ne lui donne pas tort parce qu'un jeu à ce prix-là, c'est vrai que tu as toutes les figurines qui ont des socles totalement lisses. Alors ça, c'est pour les figurinistes, hein. On s'adresse aux figurinistes. Et tu vois, on parlait de Mythic Game tout à l'heure. Eux, ils font l'effort de faire des beaux socles texturés pour leurs figurines, ce qui apporte de l'univers aussi au jeu. Et là, c'est vrai que c'est un peu feignant. Les socles sont tout lisses. C'est dommage. Et puis, comme je disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas un hasard si Chip Theory Game a envoyé l'actu de Elder Scrolls, leur première actu sur Elder Scrolls, la veille du démarrage de la campagne d'Elden Ring. Ce n'est pas un hasard. J'en suis persuadé. Eh bien écoute, je te propose de passer au numéro 1 de cette semaine qui n'a pas bougé parce que pour l'instant il est indétrônable, mais il s'en va dans quelques jours à la fin du week-end, donc voilà. Heroes of Might and Magic 3. J'ai beaucoup de mal à dire ce titre depuis le début. 2 465 000 €, 17 448 contributeurs. Alors là, on est dans le level au-dessus, hein, mais qui est un jeu vidéo aussi, bien sûr. Et alors, on a posé la question la semaine dernière, pourquoi le 3, pourquoi pas le 2, pourquoi pas le 1, pourquoi il y a autant de succès, et vous avez été pas mal à nous répondre, et on vous en remercie d'ailleurs, pour nous dire que c'était surtout lié à la nostalgie, parce que il y a beaucoup de viewers de Kick Parade qui nous ont dit, moi, c'est un jeu qui est resté dans ma mémoire, voilà, j'ai une grande tendresse pour ce jeu, je trouve ça génial, c'est que des bons souvenirs, etc. etc. Donc ça explique en fait, voilà, on a une explication sur ce triomphe de Kick Parade et Kickstarter, c'est que ça joue sur la nostalgie, et que apparemment le Heroes 3 est le meilleur de la série, enfin celui qui est resté le plus dans les mémoires. On a une explication, ce qu'on se demandait, on trouvait, ça n'a pas l'air mauvais, hein, loin de là, hein, mais je trouvais pas ça non plus incroyable au point de faire 17 000 contributeurs. Mais bon, voilà, on a notre réponse. C'est un jeu qui a beaucoup marqué beaucoup de gens. Et donc, du coup, ça se ressent. Et apparemment, ce que disaient nos viewers qui étaient fans du jeu vidéo, c'est que c'était quand même très bien respecté. Ils ont bien respecté l'univers, le gameplay, etc. Donc voilà. Merci de nous avoir éclairés. Et puis avoir éclairé le reste des viewers. Du coup, effectivement, moi je me suis un petit peu penché sur l'histoire du jeu et puis du jeu vidéo et puis de ce jeu-là suite à vos commentaires, parce qu'effectivement je connaissais pas du tout. Et effectivement, je trouve que pour le coup, ça prend un petit peu son sens aussi, dans le sens où visiblement les jeux qui sont sortis à la suite de ce troisième volet ont un petit peu plus déçu. En tout cas, ils n'ont pas retrouvé la vibe de ce troisième volet. Et en plus, voilà, aujourd'hui, on parle d'un jeu qui commence à dater. Et je trouve que le jeu vidéo, le jeu de plateau, il joue vraiment ce côté hommage. Et j'irais même jusqu'à dire que l'engouement autour de cette campagne pourrait être un vrai levier pour relancer en fait cette gamme qui avait un petit peu disparu depuis quelques années, ou en tout cas qui n'était plus que l'ombre d'elle-même. Et là, de dire, regardez, rappelez-vous, le troisième, en fait, il avait ses fans, et aujourd'hui, il y a 17 000 personnes qui sont prêtes à participer à la campagne d'un jeu qui rend hommage à ce jeu vidéo. Et donc, du coup, peut-être que ça pourrait générer un second souffle, et du coup, ça prend vraiment... Au-delà du côté gameplay, respirer, qui vous permet de retrouver ces sensations d'antan, et peut-être que là on va enfin avoir peut-être un Heroes of Might and Magic qui réponde à vos attentes, et qui puisse être un digne successeur. Le jeu de plateau va venir au secours du jeu vidéo. Ça pourrait être ça, et ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il faudrait 100 fois plus de backers pour un jeu vidéo, pour financer un jeu vidéo. Ouais, on n'est pas quand même encore dans la même proportion, mais je te rejoins sur le fait que peut-être que ça peut éveiller quelque chose chez certains éditeurs de jeux vidéo en disant il y a quand même une petite hype là-dessus, le jeu est resté, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Effectivement. Et bien voilà, écoutez, on a fait le tour de ce Kick Parade assez long, désolé. Et bon, il y avait pas mal de choses à dire. On se retrouve la semaine prochaine. Jouez bien. Merci Swan. Merci Erwan, merci à vous. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne semaine. Ciao. Ciao.